Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les Voix de l'entreprise. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial Sales Spirit, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Henry, France Sales Leader chez Hewlett Packard Enterprise. Ensemble, nous allons explorer comment Charles, fort de ses 16 années d'expérience dans le secteur technologique, conjugue performance, leadership collaboratif et transformation commerciale dans un monde en pleine mutation. Charles, bonjour, ravi de t'avoir avec nous Donc aujourd'hui. bonjour. Je viens de parler en introduction de tes 16 années d'expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Et toi, sur quelle ton mais quelle belle introduction, elle est, bien travaillée. Merci vous, c'est vraiment j'ai fait de maximum. Ouais, ouais, je peux en dire un petit peu plus sur moi. Alors déjà, dans le parcours, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je suis pas du tout j'ai pas fait d'apprentissage de la vente. Moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingé IT et effectivement, ça fait 16 ans que, donc je suis dans le métier de l'IT, chez, HPE, Hewlett Packard Enterprise, avec un parcours à la fois de consultant, puis d'avant-vente, puis de vente. Après j'ai pris des rôles de management, d'abord dans le consulting, hein, il y a dans toute cette expérience, il y a à peu près 10 ans dans la partie consulting de HPE, et ensuite en tant que, leader de division, donc en gros la gestion complète d'un business avec, son PNL, ses people et cetera, sur un peu tous les pans de l'entreprise finalement, le matériel, puis les services et effectivement depuis le 1er mai, j'ai repris, donc la direction des ventes. Au milieu de ce parcours, j'ai fait un executive MBA chez HEC, ce qui était important pour moi, déjà pour, avoir un peu d'ouverture vers l'extérieur et puis aussi pour, amener un complément sur des éléments de formation que j'avais pas forcément eu, dans une carrière d'ingé IT pour pouvoir me préparer sur des postes de cadre dirigeant. Donc voilà et puis sinon je suis, globalement un passionné de tech, un passionné, aussi de finance, un peu tout ce qui est, Web3. J'adore, la partie startup, enfin là, il y a plein de choses qui m'intéressent, je suis assez curieux, on va dire, dans la partie, tech, finance et puis économie et voilà, si je prends un petit peu, mon parcours, jusqu'à aujourd'hui. Tu viens d'endosser le rôle de France Sales Leader, donc chez HPE. J'imagine pour toi, c'est donc une nouvelle expérience, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus en quoi justement c'est un nouveau challenge pour toi? Ouais, alors, à vrai dire, le challenge, est pas là où je l'attendais. C'est-à-dire que quand j'ai pris le job, je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai déjà fait moi de la vente, j'ai déjà géré des vendeurs, j'ai fait à la fois du volume, du service et de la vente valeur, en termes de solutions». Je me suis même posé la question au début: «Mais finalement, qu'est-ce que je vais apprendre? Quelle case je vais cocher?» À part le fait effectivement que ce soit un titre important et puis une casquette qui représente l'entreprise d'un point de vue, du coup, d'un point de vue business et en fait, les challenges, sont importants, mais d'un autre ordre. C'est comment je viens tirer sur le moyen terme la meilleure performance possible d'une organisation commerciale, comment je la fais grandir, comment je représente la boîte vis-à-vis d'un écosystème, vis-à-vis des clients, et cetera et ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc voilà, surtout qu'en fait, dans ce rôle, j'ai 2 rôles, en fait. J'ai un peu 2 casquettes. Il y a une casquette hiérarchique qui est, que dans notre organisation, moi, je gère tout ce qui est, account management et industrie, donc en gros, tous les responsables de compte sur tous les segments. Voilà, que l'on parle, du secteur public, des régions, des grands comptes, du privé, de la chasse et cetera. Donc j'ai ce prisme-là, donc je gère ce qu'on appelle les primary sellers, ceux qui sont en 1er contact avec les clients et puis, j'ai aussi, dans le deuxième rôle, d'animer tout le go-to-market. Parce qu'en fait, dans les organisations comme les nôtres, on est plein d'équipes. Il y a des BU. Les BU ont leur propre aussi, vendeurs, avant-vente et cetera. Il y a l'écosystème channel, il y a, il faut que je puisse fédérer, tous ceux qui font partie de la force de vente, de la boîte et ça, c'est aussi, une grosse partie. Donc voilà, donc et dans tout ça, avec ces challenges, moi, je me suis, fixé un peu 3 grandes priorités. La première, c'est que si on veut être performant sur le long terme, il y a toute une notion de culture des ventes à restaurer, à remettre en place et ça passe par plein de choses. Donc j'ai défini un peu un canevas avec des grandes valeurs qui, pour moi, sont importantes sur la culture des ventes, que ce soit déjà par le fait d'être passionné sur ce qu'on fait, que ce soit dans la méthode d'engagement, que ce soit sur la résilience, la combativité, la chasse, la discipline, bah, il y a tout un canevas et il y a tellement de valeurs importantes pour pouvoir, en fait, mettre la barre au bon niveau, mais mettre la barre au bon niveau en termes effectivement de savoir-être et en termes de savoir vendre et pas juste en termes de performance commerciale. Mais donc c'est vraiment il y a tout un travail du coup de fond, sur cette notion de culture des ventes, que je travaille, petit à petit. Ça, c'est ma priorité numéro un parce que c'est celle qui permet, effectivement d'assurer, on va dire, l'avenir à moyen terme. Tu mets en place beaucoup de travail collaboratif. Comment tu gères justement cette partie-là? Alors
Ça, c'est un fil rouge, vraiment, ça passe par l'expérience sur le terrain, ça passe par le coaching. Le coaching, c'est un élément qui est super clé, que ce soit, par l'exemple, dans une réunion client, que ce soit, pendant, toute la gouvernance qu'on peut avoir en interne, que ce soit dans les interactions one to one, que ce soit dans les feedbacks qu'on donne. Donc il y a vraiment aussi, être exemplaire, je pense que c'est un élément clé. Puis en plus, en tant que leader, on a aussi du coup des managers de première ligne et donc il faut réussir à diluer tout ça et que ça retombe en plus fine sur les équipes. Et c'est un élément qui est super important. Il y a un peu une approche leader-leader qu'il faut créer. C'est-à-dire laisser de l'empowerment, laisser de la créativité pour que les gens se sentent, on va dire, maîtres et puis qu'ils puissent contrôler. Ça leur donne envie, en fait. Plus on a de liberté, d'autonomie, plus ça peut donner envie. Mais en même temps, il faut réussir à les guider, les coacher pour les amener au niveau où on souhaite les voir. Donc, ça, c'est un des gros challenges que j'ai. C'est vraiment une priorité importante pour moi. La deuxième, c'est la perf. C'est-à-dire, quand on est direction des ventes, il faut faire du business, il faut faire le chiffre, hein. Moi, mon KPI, c'est, les commandes sur les chiffres France, voilà, tout confondu et donc la gestion de la performance, c'est un élément clé. Que ce soit sur le fait de réussir à faire en sorte que ceux qui sont très bons le soient encore plus et aillent chercher, les sommets, hein, donc motiver, donner envie, et cetera, sur ceux qui sont les plus performants, mais aussi gérer la performance de ceux qui sont le moins et faire en sorte de les amener au bon niveau, pour que, au global, petit à petit, on a un niveau de performance qui soit le plus élevé possible. Ça, c'est la deuxième priorité que je me suis fixée et la troisième, c'est plus lié à la deuxième casquette, c'est vraiment la fédération. Dans les sociétés comme les nôtres, c'est un très, très grand groupe, c'est assez matriciel. On essaie d'ailleurs de façon de réduire, hein, le nombre de niveaux hiérarchiques, même si c'est compliqué et du coup, il y a tout un travail, effectivement sur, le collaboratif, la fédération des équipes, comment, on fait en sorte que ce soit, fluide, comment on fait en sorte d'éviter les conflits d'intérêts au sein de l'organisation, comment on fait travailler vraiment les gens, ensemble, les mains dans la main, pour un objectif commun et donc ça veut dire, faut définir cet objectif commun, faut aligner les planètes, faut et cetera et donc j'ai tout un travail aussi, là-dessus, sur la partie fédération des équipes, ouais. D'accord, donc c'est vrai que la culture de la performance qui a toujours été, finalement un peu la ligne, aussi, de d'HP. Toi, tu es obligé de la cultiver avec tes équipes, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même cette notion de management coach qui est, finalement, donner beaucoup de liberté à tes équipes, tout en apportant ce cadre, important? Bah, on essaye parce que, alors en plus HPE, historiquement, il y a quand même un d'ailleurs on disait il y a le HP Way à l'époque, hein, avant la scission quand, on avait Hewlett-Packard. Hewlett-Packard Enterprise, ça existe depuis 2015, hein, donc là, on vient de fêter, nos 10 ans, orienté vraiment sur le cloud, l'IA et la connectivité pour les grandes entreprises. Mais ce qui reste, c'est la culture, au sens l'ADN, les grandes valeurs. Et c'est vrai que HPE est une boîte bienveillante. On veut faire de la performance, mais avec de la bienveillance. Et donc, c'est aussi, il y a tout un travail sur comment on ancre une discipline, comment on gère les différents styles de management et de leadership. Il y a des personnes avec qui il faut avoir un style de management plutôt participatif, d'autres un style de management un peu plus convictionnel, d'autres un style de management par moment un peu plus autoritaire ou délégatif. Et donc, il faut réussir à jouer sur ces différents éléments pour tirer le meilleur des gens, mais tout en gardant un cadre bienveillant, parce que c'est ce qui fait aussi que l'entreprise peut être performante. On n'est pas là pour amener un cadre extra autoritaire et avoir une gestion de la perf, comme ça au cordeau, on essaie finalement d'amener, un cadre qui permette d'élever chaque individu en fonction aussi de ce qui l'anime. Alors, c'est pareil, bon, je connais pas un sales qui aime pas l'argent. Ça, si je prends le côté vente, c'est le En tout 1er cas, il point. faut qu'ils changent de métier, c'est ça? Ou alors sinon, faut qu'il enfin, en général, sinon c'est qu'il y a un problème. Par contre, selon les individus, il y a un certain nombre de choses qui peuvent les animer qui sont différents. Le cadre, le fait de vendre des choses qui donnent du sens. Voilà, hein, ce qu'on vend aux entreprises, c'est important aussi qu'il y ait quelque chose qui anime. La formation, la curiosité, le fait de leur amener un cadre où ils peuvent se former, s'élever, continuer d'apprendre des choses, et cetera. Donc selon les people, c'est pas les mêmes drivers et donc il faut jouer sur ces drivers. Ceux où c'est l'équilibre de vie, ceux où c'est l'argent, ceux où c'est la formation, ceux où c'est la curiosité, ceux qui ont besoin d'un cadre et d'un leadership inspirant parce qu'ils se projettent, là-dedans et donc il faut réussir à les tirer. Donc on joue vraiment entre, le monitoring, donc la supervision, il y a des KPI à faire, il y a une perf et cetera, le coaching et puis aussi le mentoring pour donner une aspiration de carrière et ça je pense que c'est important de créer un canevas dans lequel, les gens peuvent se projeter. Bon, j'en suis un bon exemple, ça fait 16 ans que je suis dans la même boîte, je suis un bébé HPE, je suis resté et puis finalement, j'ai réussi à prendre un poste de leader. C'est important de réussir à projeter les gens dans une boîte où ils peuvent évoluer, où ils peuvent changer de métier. Je fais du delivery, de l'avant-vente, de la vente, puis on peut passer au marketing aussi, au SAP, puis c'est une boîte internationale, donc il y a d'autres pays
et il faut créer un environnement dans lequel les gens sentent qu'ils ont, le pouvoir de se développer et puis dans lequel ils peuvent aussi, être performants et puis être, voilà. Donc c'est vraiment jouer aussi sur ces drivers, sur ces styles de management, voilà, faut L'humain au cœur de la performance. l'humain au cœur de la performance. Il y a pas le choix aujourd'hui. Là, ça fait finalement 16 ans chez HPE, 16 ans d'expérience. Est-ce que tu as vu une évolution, du métier ou en tout cas d'HPE, même HPE depuis, ces 16 ans? Alors oui, évidemment et je pense que même d'ailleurs si je vais, avant même que moi je rentre, parce que j'ai commencé du coup, là, en 2009, mais de toute façon les métiers de la vente dans l'IT, ça a énormément évolué. Il y a eu un âge d'or, où c'était très, très facile de vendre. Il y avait un tel besoin, une telle demande, que, c'était extrêmement facile de vendre, et puis avec d'ailleurs pas de guerre de prix, hein. C'était le Blue Ocean, on avait les meilleures technologies, s'il y avait demande, il y avait de l'argent. Enfin, aujourd'hui, il y a une partie, des solutions qui sont vendues, qui se sont commoditisées et donc il y a tout un travail, qui est dans quand même dans la vente, valeur, la vente consultative. Bon, j'aime bien parler de service led, mais c'est vrai que d'ailleurs moi quand vu que j'ai commencé en tant que consultant technique, j'ai toujours eu un peu ce syndrome de l'imposteur et puis cette peur de Par perdre rapport à mon la vente? plus je suis allé vers le business, plus j'avais peur de perdre mes connaissances techniques. OK. Pour moi, c'était mon ciment, c'était ma zone de confort. Donc j'avais peur de perdre ça et puis tu as ce syndrome de l'imposteur en disant: «Mais moi, j'ai jamais fait de vente, je viens de la technique, est-ce que je vais savoir?» et cetera. Mais en fait, donc au début, je me présentais même pas comme vendeur d'ailleurs. Finalement, quand tu viens vendre quelque chose, la personne se dit qu'il doit acheter. Quand tu viens conseiller quelqu'un, c'est différent. Et bon ça, les cabinets de conseil, ils l'ont très bien compris, il y a pas de vendeurs, hein, il y a que des consultants, des analyses et voilà. Nous, c'est pas comme ça, on a des responsables de compte, on a des vendeurs spécialisés et cetera. Mais c'est vrai qu'au début, je me présentais même pas comme vendeur. Puis finalement, j'avais cette capacité, vu que j'avais fait de l'avant-vente et de la technique, à faire mes propositions moi-même, à tenir le discours technique moi-même vis-à-vis des clients et puis à me concentrer sur leurs problèmes, sur leurs pain points et cetera. Parce que quelqu'un qui bah, alors les très bons vendeurs le font naturellement, mais dans les écoles de vente historiques, c'est pas forcément ce qu'on apprend. Ils sont très orientés sur eux-mêmes et pas forcément Et on apprenait les bases, voilà, le produit, et cetera. Donc ça a changé. Ça a changé, il faut vraiment se mettre dans un mode où, on vend de la solution, on vend on a des approches consultatives, on vient résoudre des problèmes. Je pense que c'est super clé. Et puis dans un monde qui s'est beaucoup commoditisé, on va dire sur la partie matérielle, hein, parce que HPE, on a un fournisseur de solutions IT, matériel, logiciel et services, pour les grandes entreprises. Ça veut dire que, il faut réussir dans le spectre. Évidemment, on vend de l'infrastructure, mais on vend aussi des solutions logicielles. On vend des architectures complètes à nos clients qui viennent, délivrer un service, résoudre un problème. Quand on parle de solutions IA ou de cas d'usage IA pour les entreprises, derrière, ouais, il va y avoir des machines pour faire de l'entraînement, du tuning, de l'inférence, et autres. Mais on va parler du cas d'usage avec le client, de ce que ça veut dire en termes d'interprétation technique pour pouvoir le mettre en place, pour simplifier les opérations associées et cetera. Le cloud, c'est pareil. Les notions de connectivité, c'est pareil. C'est de comprendre finalement, bah, les enjeux de l'entreprise, là où ils doivent aller, la complexité dans laquelle, ils sont, c'est quoi leur KPI à eux et on vient s'inscrire là-dedans pour les aider. In fine, il y aura de la vente de matériel, certainement de logiciels. D'ailleurs, certainement, en fait, ce sera une vente de services qui inclut tout. Mais ça a beaucoup changé. C'est vraiment la typologie de vente qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de proactivité parce qu'en fait, d'ailleurs, le monde où, tout est appel d'offres et réponse et puis, il existe, bon, il y en a encore, hein, Ouais. mais, souvent quand c'est pas, anticipé, on l'a pas influencé en amont, quand on n'a pas, enfin, il y a plein de règles d'or, hein, mais identifier le bon sponsor, les champions, le cycle de décision, qui est le décideur, qui va influencer comment, les vrais KPI qu'il y a derrière une demande au niveau de ces décideurs, les aspects budgétaires, enfin, il y a plein de notions, on va dire, à anticiper. Si on reçoit un appel d'offres, qu'on le découvre, en général, on le perd. Donc, il y a tout ça et la vente, elle démarre justement, du coup, bien en amont. Cette notion de préparation en amont que toi tu ressentais moins il y a quelques années? Même si tu étais consultant finalement, Il y avait des cycles de décision qui étaient quand même plus courts, déjà. Il y avait moins de problématiques budgétaires. Il y avait un monde qui était un petit peu plus bon, moi, je suis rentré en 2009, donc c'était juste après la crise 2008, donc à ce moment-là, oui, il y a eu un petit tassement et cetera, mais après c'est quand même reparti. Là, quand on voit typiquement en ce moment dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup d'incertitudes pour les mmh, entreprises. sûr. Voilà, donc que ce soit les aspects géopolitiques, macroéconomiques et cetera, nous mettent dans un environnement où, bah, les décisions se déplacent, les budgets se déplacent aussi, et puis les personnes à qui on doit parler, changent aussi. Avant, quand on parlait d'IT, on parlait à ceux qui géraient l'infrastructure.
ou au D'accord. patron, voilà, au patron de l'infra ou au patron de l'IT. Aujourd'hui, si on n'adresse pas, le directeur administratif et financier, les data scientists, les équipes de développement, les lignes métiers et cetera, on loupe une partie de l'histoire et on arrive trop tard. Donc en fait, ça vient aussi changer les interlocuteurs, avec qui, on travaille. Même le mode d'achat a changé. Les directions des achats, fonctionnent pas comme elles fonctionnaient avant. Elles sont de l'achat transformationnel. Elles viennent chercher de l'économie, durable et pas juste des coups de sabot sur les fournisseurs. Donc il y a tout ça change et faut s'adapter par rapport à ça et cette notion de durabilité, elle est clé aussi. Plus on vend des solutions, de la valeur, du service, de l'accompagnement client dans lequel, finalement, on reste présent sur des sujets stratégiques et partenariaux avec les clients, moins derrière on a besoin de vendre, mais plus finalement ça continue de manière, logique et naturelle. Plus on est sur l'appel d'offres one shot produit, plus on est remis en question, en fait, à chaque fois et on est dans une approche, prix produit qui est très mauvaise. Donc c'est comment il y a tout un travail sur comment on déplace alors, il y a une partie que évidemment local on fait pas, hein. Notre corp, travaille sur, un positionnement, une stratégie et un portfolio qui apporte de plus en plus de valeur, aux clients. Mais nous, c'est comment finalement, on adresse aussi du coup les clients avec cette approche valeur pour rester ancré, et nouer plutôt des partenariats stratégiques sur des sujets importants avec eux, plutôt que de faire des petites opérations, on va dire. Ça, c'est un des éléments clés, qui a changé. Après j'en vois 2 autres. Le 2e, c'est l'écosystème. Si on veut, se développer et aller à l'échelle, on peut pas le faire seul. Moi, la vente, si on prend, HPE, évidemment, on a de l'adressage, direct client, mais en fait, on a un réseau de partenaires qui est, monumental avec des milliers de partenaires pour adresser l'ensemble de typologies clients depuis, la PME, jusqu'au grand compte. Et donc on travaille avec, évidemment, bah, des partenaires revendeurs, des distributeurs. Ça, c'est, on va dire, l'écosystème traditionnel. Mais il faut aussi travailler avec les systèmes intégrateurs, très, très forts en France, hein, les ESN en France, sont extrêmement puissantes, donc il faut pouvoir travailler avec ces GSI. Les influenceurs de marché, comment on travaille avec les cabinets qui font de la MOA chez les clients? Ça, c'est clé parce que finalement, toutes les sociétés, font appel à du conseil. Voilà, parce qu'ils ont même quand ils savent, ils font appel à du conseil pour avoir un coup de tampon et dire: «Regardez, c'est bon, C'était le validé. cabinet d'analyse m'a dit la même chose, c'est vers ça qu'il faut aller», les aspects budgétaires et cetera. Donc il faut adresser ces cabinets, ces influenceurs de marché pour pouvoir les évangéliser, leur apporter aussi du savoir qu'ils ont pas forcément parce que c'est pas leur expertise, et donc finalement on vient apporter cette expertise pour, on va dire, de manière pédagogique, faire en sorte aussi que nos solutions, petit à petit, on va dire, soient là, soient diffusées, infusées chez les clients avant même qu'on puisse, intervenir. Donc ça, c'est un élément, aussi important de l'écosystème et puis après, il y a les partenaires technologiques et les alliances technologiques et là, le monde, il a beaucoup changé parce que à l'époque, tout était monolithique. On était à l'époque des grandes solutions, complètement monolithiques depuis le matériel en passant par l'operating system, en passant par les applications, c'était des systèmes lourds. Aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème, dans lequel on vit, entre les acteurs de cloud public, les couches logicielles qui doivent toutes travailler ensemble, les infrastructures qui doivent être interopérables, le fait que finalement un client il a de l'IT, en périphérie du data center, il a de l'IT dans son data center, il a de l'IT dans des colocations, il a de l'IT dans le cloud public. Il va devoir faire de l'IA et pour faire de l'IA, il faut pouvoir, agréger, collecter, transporter, sécuriser la donnée, accéder à la donnée, près de là où elle existe et cetera, ou de là où elle est créée et tout ça, bah, ça nécessite quand même, on va dire, de travailler dans un écosystème beaucoup plus complexe qu'on le faisait avant d'un point de vue technologique. Donc on travaille avec, on est totalement ouvert. Voilà, l'ADN, d'HPE, c'est d'être totalement ouvert et puis de travailler avec les partenaires technologiques et les alliances technologiques pour amener, finalement des solutions qui incluent du tiers, à un client, mais qui permet de répondre à tous ses besoins et d'amener un modèle opérationnel, qui est fluide, qui est efficient à nos clients, même si dedans il y a de l'HPE, du non HPE, que ce soit matériel ou logiciel. Et donc on travaille dans un écosystème où parfois un partenaire est partenaire, parfois un partenaire est compétiteur, parfois et donc voilà, il faut réussir à bien englober ça. Donc on travaille
avec tout cet écosystème, ça c'est le deuxième point, c'est clé, partenaires, distri, partenaires techno, alliances, influenceurs de marché. Si on fait pas ça, on peut pas adresser, intégralement le besoin de nos clients, on peut pas aller à l'échelle parce qu'en fait, il faut aussi qu'on puisse travailler, avec les vendeurs de tous ces acteurs-là, et cetera. Ça, c'est le deuxième point et puis le troisième, c'est ce dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est comment on fait grandir les people. On est une société où il y a peu de turnover. Les vendeurs, ça fait, 30 ans qu'ils sont chez HPE, même plus. Le monde change, faut s'adapter de plus en plus vite, hein, les cycles, les courbes de maturité des solutions, quand on prend ce qui s'est passé sur le cloud, ça se passe sur l'IA en vitesse fois 3, voire plus. Il faut s'adapter, il faut amener cette curiosité, il faut apprendre à apprendre pour ne pas être, la double compétence, elle est essentielle. En fait, aujourd'hui, un vendeur qui est juste un vendeur, qui est au sens, je pourrais vendre des petits pois comme des haricots, comme de l'IT, ça marche plus. On dit toujours qu'un bon vendeur, il saurait vendre n'importe quoi, «Vendez-moi ce stylo», machin. Ouais, C'est plutôt dans la manière de faire. exactement, exactement. Il y a un moment, où, il y a les soft skills sont essentiels. Ça c'est clair et le sont de plus en plus. Par contre, la double compétence, elle l'est aussi. Voilà, savoir de quoi on parle, avoir, la capacité d'accroche, l'appétence pour, comprendre vraiment, les problématiques du client et savoir attacher à ça une transfo, une solution, qui derrière découle sur des produits et sur une vente, c'est clé. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de créer la confiance et ça changera jamais. C'est-à-dire qu'il y a de la formation continue auprès des vendeurs. Il y a une école de vente qui a été mise en place chez HPE. Alors une école de vente, ouais, on a évidemment, on fait du sales enablement à travers, plein d'éléments, déjà on a un cadre qui est apporté par la corp, avec des formations obligatoires en fonction des rôles, qu'on a tout le temps. Hem et puis aussi on s'adapte, voilà, ce que j'ai fait les dernières, j'ai fait des formations sur la négociation complexe. J'ai fait des formations, je prends là sur les derniers mois, sur les notions de souveraineté numérique, de sécurité et de conformité, toutes les nouvelles régulations. Ça, former, les sales qui interviennent soit dans le secteur défense, dans le secteur public ou dans l'industrie, ou chez les OIV et cetera, c'est clé. Ils ne peuvent plus évoluer, dans le monde dans lequel on vit sans connaître, finalement les différentes régulations, avoir un vernis sur la sécurité, et cetera. Donc ouais, il y a de la formation continue, à la fois technique, à la fois dans les modes de vente. Voilà, on a aussi des méthodologies, hein, sur lesquelles on travaille, et puis sur les soft skills, en permanence. Ça, c'est vraiment clé, faire grandir les people, mais surtout si on veut que ça dure, ça va tellement vite par rapport à la durée d'une carrière, qui va être de plus en plus longue. Il faut pouvoir se renouveler et il faut pouvoir se renouveler, alors, pas forcément en changeant de carrière, mais tout simplement parce qu'en fait, ce que nos clients font dans la tech change. Donc, ça c'est un des points majeurs aussi, c'est d'amener cette curiosité, d'amener, des fondamentaux en termes de compétences, mais aussi en termes de savoir-être, parce que c'est ce qui fait qu'un vendeur restera un bon vendeur dans le temps. Voilà, Ouais, la confiance, ouais, générer la confiance. exactement. Tout à l'heure, tu as parlé de l'IA. À plusieurs reprises, tu as parlé de l'IA. Bon, j'imagine que c'est un sujet qui t'intéresse. Ouais, ouais, évidemment, ouais. Enfin, comment tu vois justement l'IA, demain? Parce que c'est vrai que tout le monde en parle et en même temps, c'est un peu le flou, c'est un peu le cloud, hein, tu vois? Je trouve, l'IA justement. Comment tu vois l'IA dans l'évolution, de la vente, mais aussi dans ton métier au Mmh. quotidien? Bon, la particularité, c'est que pour nous, le cloud ou l'IA, C'est c'est pareil. vraiment pas flou. Non, non, c'est pas pareil du tout, mais c'est vraiment pas flou parce que c'est ce qu'on vend au quotidien, hein, c'est les problématiques. Il y a pas une discussion qu'on a avec un DSI, aujourd'hui où on parle pas de ça. Il y a la donnée qui est un petit peu au cœur de tout, il y a le modèle opérationnel et puis, l'IA, enfin, il y en a plein qui sont passés dans des phases, on va dire d'ideation, de réflexion sur les cas d'usage et puis là, on est vraiment dans une année où il faut commencer à implémenter pour avoir des gains de productivité et du ROI. Il n'est plus question de dépenser de l'argent sans avoir de retour dessus, sur l'IA. On est plus vraiment juste dans, du jeu pour prototyper et dans les grandes entreprises, pour le coup, il y a ce niveau de maturité. Là, on le voit, on est sur une année où ça commence vraiment à très, très bien se développer. Donc moi, l'IA, ce que j'en pense, déjà, en tant que citoyen ou consommateur, moi, je trouve que c'est un outil extrêmement puissant qu'il faut savoir, utiliser. Donc il faut connaître, la puissance, sur lequel il faut être extrêmement curieux, et qui va bousculer plein de choses. Ça, voilà, je pense que c'est dit. En tant que
HPE, comme je dis, nous on vend, des solutions IA depuis des solutions qui permettent de faire de l'entraînement de très gros modèles, jusqu'au tuning de modèles et puis le déploiement et l'inférence pour des cas d'usage précis dans tous les verticaux. Voilà, hein, que ce soit dans la santé, on en voit, dans l'industrie, on en voit, dans la finance, on en voit et de manière extrêmement, vraiment sur tous les verticaux, on voit des déploiements de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas d'usage, et pour nous, c'est un vecteur de croissance qui est énorme, hein. C'est comme ça, donc c'est clé. Et puis après, donc je suppose que là où tu veux aller, c'est sur l'IA vis-à-vis du métier de la vente. Ouais. Je pense que ça va changer pas mal de choses. Et c'est en train, si on prend tous les CRM sont en train de se doter d'agents IA, on va dire pour toute la partie qui peut être programmatique, le soit avec le plus d'intelligence possible. Je pense que ça va bousculer d'abord de plus en plus tout ce qui est lié à l'avant-vente. Parce que finalement, il y a tout un travail qui, lorsque je prends un appel d'offres, je l'analyse, je le qualifie, j'ai toute la documentation de ce que ma boîte peut fournir, je drafte, une réponse presque, honnêtement, j'avais commencé à jouer avec, c'est quand même assez dingue déjà ce qu'on peut faire. Ça va bousculer beaucoup de choses et ça va du coup changer la valeur qu'on doit apporter, plutôt dans, la notion, d'architecture, de transfo, de compréhension vraiment du problème, client. En fait, on peut aller plus loin parce qu'il y a une partie du travail qui peut nous être mâché. Donc évidemment, nous, on se dote, d'outils, hein, en interne. Il y a plein de choses. On a notre chat HPE, on a pas mal d'outils qui arrivent, et j'adore ça, ça change, on a besoin de s'industrialiser, donc ça, c'est top. Et puis en ce qui concerne la vente, c'est pareil. Je pense que, ça va nous aider sur les axes de chasse, ça va nous aider sur, le targeting, ça va nous aider sur, tout ce qui est vente un peu plus programmatique, à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et de manière Tu aussi parles de beaucoup plus précise. Quand tu parles de chasse, c'est-à-dire que c'est tu es pour, enfin, il y a une évolution où l'IA va appeler directement les clients ou, se mettre en relation avec eux? C'est Non, qui pas est dans forcément. Par derrière? contre, l'IA va me dire que, par rapport à toutes les données qu'on a, tel client, il rentre dans un cycle de rafraîchissement ou alors on a vu qu'il avait telle problématique ou tel KPI et qu'il s'exprimait dessus ou qu'il avait tel ou tel cas d'usage. Il va me mâcher potentiellement, les premiers coups de fil d'un sédentaire qui va pouvoir avoir un peu une sorte de canevas des sujets à aborder pour aller prendre le rendez-vous d'après. Heu et en fait, je pense que plus, en fait, on est sur les phases amont, plus on va pouvoir industrialiser grâce à la Gen AI. Par contre, il y a un truc que ça fera jamais, c'est le last mile. En fait, il y a un moment, l'art de convaincre, l'intimité client et le gain d'une confiance, parce que quand on s'engage sur des projets stratégiques, on fait confiance, et en fait, on donne les clés du camion, alors c'est évidemment, c'est pas tout à fait donner les clés du camion, mais il y a quand même, on s'engage avec un partenaire fournisseur. Et ça peut avoir l'impact. Et donc cette notion de confiance, elle est clé et on n'a pas confiance en un outil ou une machine. On a confiance en Tu en penses des que ho ça en des tu hommes et penses des que ça femmes, peut venir ça ou pas? certainement, un jour, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Donc je pense qu'il y a encore, toute une partie que l'humain peut dégager avec de l'émotion qu'une IA fera pas et l'émotion, c'est clé dans la vente. C'est vraiment, ça fait in fine, on a beau avoir les meilleurs produits, l'émotion et l'intimité qu'on crée avec un client pour qu'on se fasse confiance et qu'on avance ensemble, jamais une IA pourra la créer. Donc voilà, moi je pense que ça va bousculer plein de choses. J'adore ça, c'est extrêmement puissant honnêtement, c'est fou ce que ça peut faire. Il y a 2 vitesses, hein. Il y a, il y a l'IA dans le monde du B2C, je pense qu'on l'utilise tous et il y a moins de contraintes. Dans le monde de l'entreprise, on fait très, très attention. Notion de conformité, l'éthique de l'IA, la sécurité. Donc évidemment, les processus, qui utilisent l'IA, qui se mettent en place dans les entreprises sont plus longs à arriver que ce qu'on voit, dans le grand public. Donc voilà, mais par contre, vraiment, ça touche tout le monde et c'est super puissant et ça apporte des gains de productivité, finalement des offres commerciales plus pertinentes, plus de vélocité. On parlait souvent de time to market et cetera. Ouais, ouais, ça apporte beaucoup de choses dans les entreprises aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai relais de croissance. Est-ce que tu le d'ailleurs, tu le mets un peu en amont? Enfin, comment tu pousses l'IA, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien auprès de tes équipes commerciales? Est-ce que c'est quelque chose qui est un vrai sujet clé pour pouvoir gagner un peu finalement, en performance commerciale? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est pour l'instant un petit peu en parallèle, dans l'approche client? Moi, je fais en sorte qu'il soit le plus curieux possible par rapport à ça. Parce que déjà, si nous, on doit le vendre d'un point de vue cas d'usage chez nos clients, il faut savoir l'utiliser et il faut être soi-même utilisateur.
On vend jamais mieux quelque chose qu'on utilise déjà pour nous-mêmes, et donc c'est surtout de la curiosité. Après, il y a de la conduite du changement qui est, très, très importante, hein, quand on vient bousculer les outils ou les processus d'une entreprise. Bah, ça prend du temps, il y a de l'inertie, faut former les gens, faut casser les habitudes, et cetera. Il faut prouver l'apport que ça leur donne et donc tout ça s'ancre, petit à petit. Donc moi, je les pousse surtout, ouais, à être curieux et petit à petit à embrasser les nouveaux outils qui peuvent arriver, sans qu'on force en fait. C'est une transition douce. Ces clients aujourd'hui sont en attente quand même que vous leur apportiez du conseil là-dessus, ou en tout cas un éclaircissement sur ça? Ah ouais, mais, c'est phénoménal à quel point. Et tu sens que c'est plus de la curiosité ou une vraie envie, un vrai désir d'y passer? Ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont encore en phase de réflexion de qu'est-ce que ça peut leur apporter, et de comment mettre en place un cas d'usage et puis finalement du vrai retour sur investissement qu'ils vont avoir grâce à ce cas d'usage. Il y en a d'autres qui sont vraiment, en plein dans l'exécution et qui sont extrêmement avancés. Donc voilà. Par contre, il y a pas une discussion qui se fait sans parler d'IA. Mais tout en découle parce que quand on parle d'IA, on parle de la donnée. Quand on parle de la donnée, on parle de là où elle est située, on parle des runtime et des applications qui doivent l'utiliser et donc on parle de cloud. Le cloud, c'est un modèle opérationnel. L'IA, c'est un des workloads que l'on doit pouvoir adresser avec ce modèle opérationnel. Pour pouvoir relier tout ça, il faut de la connectivité et nous, au HPE, on est sur tout ça. Donc c'est comment, je connecte, je sécurise, je transporte ma donnée, comment je gère des opérations de la manière la plus efficiente possible, d'un point de vue, à la fois coût, mais aussi, processus pour l'entreprise et comment je tire le plus de valeur possible des données que j'ai dans l'entreprise, pour avoir, des gains de productivité, et puis du ROI métier. C'est tout ce canevas et la discussion, elle est systématique chez tous nos clients. Ouais, le ROI, tu sens qu'au niveau économique, bah, finalement, l'enjeu, c'est plus d'acheter quelque chose, mais qu'il y a un retour sur investissement, justement sur tout ce qui est acquisition. Donc tu sens que finalement, il y a cette recherche de l'IA pour gagner finalement, en performance, mais aussi économiquement finalement. Ah bah, il y a du gain de productivité. Il y a plein de choses que l'entreprise faisait avec, de manière manuelle, qui peuvent être, du coup maintenant drivées par une IA. On rentre dans un monde où il y a de plus en plus on parle souvent des agents IA, je sais pas si la partie vraiment agentique où c'est comment, potentiellement, on refait des ateliers de génie logiciel, hein, donc des architectures où, un agent fait un travail, il a une entrée, une sortie, et cette sortie est prise par un autre agent qui fait un autre travail et cetera et petit à petit, on vient, industrialiser des processus de l'entreprise, grâce à l'IA avec du contrôle. C'est important, hein, qu'il y ait du contrôle et qu'on garde une partie, de contrôle manuel et humain, au milieu de tout ça pour garantir un certain nombre de choses. Mais on vient petit à petit, industrialiser de plus en plus de choses. Donc il y a les gains de productivité, mais il y a aussi, le fait que ça nous permet de faire des choses qu'on ne sait même pas faire, avec nos employés. Que ce soit, sur la recherche dans la santé, que ce soit dans le secteur de la défense, dans le militaire, dans, la partie, banque d'investissement, que ce soit enfin des cas d'usage qui permettent d'aller plus loin grâce à ça. Donc c'est vraiment on a toujours les 2 pans dans la discussion. Il y a les gains de productivité qu'une entreprise peut avoir et il y a la partie, offre métier, et les bénéfices associés que ça peut apporter, aux entreprises. Merci pour ces éléments-là parce que c'est vraiment le sujet clé du moment, hein, l'IA. Bon, comme tu le sais, on arrive maintenant un peu, sur un sujet un peu plus décalé du podcast avec notre jeu de cartes. Ouais, Évidemment, je sais que tu es impatient. je suis impatient. Patrice, avec ce jeu de cartes, alors je vais te faire choisir, plusieurs cartes. C'est des cartes défis. Tu vas en piocher une et derrière, il y a un défi qui te sera, attribué. Alors évidemment, J'ai le droit d'en refuser combien? écoute, s'il y en a 6, tu peux en refuser 5. Ouais, OK, ça marche. On fait comme ça alors. Donc là, ah non, attends, je vois Ouais, ouais. on s'en flashback. Alors c'est quoi flashback déjà? Alors attention, parce que c'est important que les règles soient bien respectées. Vous nous racontez un échec marquant, mais surtout ce qui t'a appris, parce que c'est ça qui est important. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment des échecs, des apprentissages? Est-ce que tu en as un en tête, un fait marquant sur lequel tu as rencontré des difficultés, mais où tu as appris vraiment beaucoup, finalement sur toi, sur, ta manière d'être? Ouais, je pense que j'en ai un, et puis tu as tout à fait raison. Je pense que des échecs, on en vit, mais à chaque fois, il faut que ce soit des apprentissages et ça, c'est clé. Alors j'en ai eu un beau, dans ma carrière.
Je venais de passer à la vente. Je t'ai dit, j'ai fait, du consulting, de l'avant-vente et après je suis passé à la vente. Je venais de passer à la vente, j'avais mon nouveau customer sales, je découvrais le métier, voilà, qui était un petit peu différent du coup de l'avant-vente, hein. Et donc, je découvrais, je faisais ma qualification des clients et cetera. Et en fait, quelques mois auparavant, on m'avait demandé d'aller travailler avec un cabinet, d'AMOA et de les aider sur une étude qu'ils étaient en train de faire pour un gros client. Voilà, en mode, apporte-leur l'expertise, donne-leur du contenu, et cetera et puis ça va les aider eux 1 à 1 et puis nous, on aura évangélisé aussi, la société et donc j'ai fait ça et puis finalement, donc ce truc a avancé et puis, alors que j'étais, encore à la vente, mon DG, m'envoie un mail, il dit: «Charles, on a un appel d'offres qui est sorti, tu arrêtes ce que tu fais de bosser sur tes clients, je veux que tu bosses là-dessus». Et donc je me mets sur ce dossier qui est un dossier assez monumental. Donc, très, 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 très gros pour l'entreprise, donc, branle-bas de combat, le rouleau compresseur. Moi évidemment ayant participé aussi, j'avais un certain nombre d'informations, mais j'étais sous NDA. Donc j'essaye de driver, on va dire, l'ensemble des personnalités de l'entreprise autour d'un objectif commun. Et puis, vu que c'est un dossier important, il y a tout le management là qui grouille, ouais, telle personne, nin puis il y a un peu la guerre d'ego qui commence à se mettre en place. J'ai pas réussi à contrôler tout ça. On s'est retrouvé dans une soutenance client où il y avait pas un seul contributeur individuel et que des managers. Une dilution complète du savoir entre les informations que moi je pouvais avoir, mais que j'avais pas le droit de donner versus la réponse qui a pu être faite et ça a été un calvaire, ça a été un échec monumental. On n'a même pas passé la phase de RFI alors que honnêtement on avait tout pour gagner. Et donc ça, c'est un truc que j'ai appris, donc avec cette petite anecdote, c'est que réussir à driver et à gérer son management, c'est aussi clé. Et je pense que le leadership, on a parlé un peu d'influence, le management par influence des équipes, que ce soit des pairs, que ce soit des managers, c'est un élément qui est super clé. Et dans cette première expérience là où j'étais entre 2 jobs, où, il y a ce truc beaucoup plus gros que moi qui est arrivé, qu'il fallait réussir à gérer, pour le coup, j'ai pas du tout réussi à contrôler, l'ego des différents managers, des différentes organisations qui voulaient être sur la photo de ce truc, et ça nous a fait perdre. Voilà. OK, bah, finalement, c'est une vraie réussite derrière, j'imagine? Bah, en tout cas, je fais plus ce type d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, maintenant quand j'apprends et ça, je pense que c'est un truc aussi clé qu'un bon leader peut avoir et que moi j'apprends aussi, beaucoup en ce moment et puis ces derniers temps, c'est que mon rôle en tant que leader, c'est pas d'être, soit sur la picture ou d'être le contributeur qui va faire, ou que ce soit, grâce à moi. J'essaie de me forcer même à me dire que mon rôle, c'est d'être inutile et si j'ai réussi à empowerer, à créer une approche de leadership avec les équipes qui se sentent et qui donnent le meilleur et d'être entouré finalement de gens meilleurs que moi sur chaque pont qui sont nécessaires pour aller gagner une affaire et que ça nous permet de gagner, sans que j'ai eu besoin de plus intervenir que ça, bah, tant mieux. Et c'est ça que j'essaie de mettre en place, c'est une organisation autosuffisante et au bon niveau. Voilà, même quand je décroche. Moins je suis, en touch direct sur les sujets et quand ils se déroulent bien, bah, je me dis que, in fine, j'ai réussi. Mais sans que voilà, ça c'est donc c'est, ça c'est un des éléments clés, que j'ai appris et que je continue d'apprendre, c'est comment créer cet environnement. OK, donc finalement, grâce à cette expérience que tu as eue, tu as réussi à mettre en place des choses différentes qui aujourd'hui, bah, créent de la réussite pour toi et ton équipe? Tout à fait, ouais, ouais, ouais. On s'y efforce. Bah, écoute, c'est une bonne chose. En tout cas, Charles, je te remercie sincèrement d'avoir participé à ce Grand merci podcast. à toi. C'était un très bon moment. Tu nous as partagé plein de bonnes idées, plein de bonnes choses. Je pense que nos auditeurs vont pouvoir d'ailleurs, s'inspirer de certains éléments que tu as mis en place. En tout cas, pour nous, le podcast est terminé. Merci à toutes et à tous, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rester connectés pour découvrir nos nouveaux épisodes et surtout de nouvelles voix, qui, comme Charles, nous inspirent pour l'avenir. À très bientôt et merci à tous. À bientôt.